de la Judée-Samarie. Deuxième épisode, peuplement de la Judée-Samarie avec Eliezer pour Midreshet Yehuda. Erev Tov à tous. Erev Tov, chers amis. Peuplement de l'Eretz Israël, deuxième étape, naissance de Gush Emunim. On va parler aujourd'hui de ce bloc de foi. Quand est-ce qu'il est né, dans quelles circonstances, dans quel but essentiellement il est né, quel était son impact sur la société israélienne, comment est-ce qu'il a été perçu. On va parler uniquement peut-être de 2-3 premières années de son existence parce qu'elles sont hyper significatives. Ensuite, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va évaluer, on va passer déjà au gouvernement de Menachem Begin. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ces trois premières années à partir de 74, tout Bishvat, Tafshin Lamed Dalet, quand il a été véritablement mis sur pied, ces années formatrices qui sont très importante pour comprendre quelle était sa signification dans, pas seulement pour les Yeshuvim qu'il a fondés, mais en général dans toute la société israélienne, au niveau culturel, au niveau politique, au niveau idéologique, et à un certain niveau aussi au niveau international. Je voudrais pour commencer citer le début d'un article qui est apparu il y a à peine une semaine et demie de Chagai Segel où il est dit que on écrira, on doit écrire l'histoire du peuplement de la Judée-Samarie de la même manière qu'a été écrite l'histoire de la fondation de Petah Tikva, de Rosh Pina, des premières véritablement localités de la première Aliyah au début des années 80 du 19e siècle. On va voir que véritablement la signification, elle est du même degré. Avant d'entamer sur Gush Emunim, je voudrais faire un bref rappel. De quoi on a parlé il y a 2 semaines. Vous vous rappelez, Tochnit Alon, le plan Alon qui divisait les parties conquises d'Eretz Israël, Judée, Samarie, Golan, Sinaï, en 2 zones. Des zones qui étaient stratégiquement vitales pour Eretz Israël, c'est-à-dire les zones qui étaient par exemple le long de la frontière avec la Jordanie, ce qu'on appelle la Bikat HaYarden, la vallée du Jourdain, mais une vallée très très large. Très très large qui, si vous prenez aujourd'hui à l'est, c'est naturellement le Jourdain, et à l'ouest, c'est le Kvish Alon. Le Kvish Alon, la route Alon, qui était à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest et qui a été tracée dans le but de véritablement de servir une sorte de frontière est des terres qu'on projetait rendre juives, peuplées et voir effectivement étendre notre souveraineté, la souveraineté israélienne, sur ces terres. Ça comprenait naturellement aussi les hauteurs du Golan, ça comprenait le long du golfe de Eilat, de Aqaba, beaucoup de choses. Pendant les premières années, des dizaines de Yeshuvim ont été établis, la plupart, la majorité, jouissant d'un consensus très large au sein de la politique et au sein de la société israélienne, tant à Yamit, au nord du Sinaï, que aux hauteurs du Golan. On en a parlé avec le premier Yishuv qui a été établi là-bas encore en juillet 67, Merom Golan. On va en reparler. Avec Gush Etzion, septembre 67, Gush Etzion, ça a commencé avec Kfar Etzion, ça continue avec Alon Shvut, etc. Mais on voyait, même Kiryat Arba
en 70 était établi avec le soutien de Ben Gurion, avec le soutien de Yigal Allon. On se rappelle de la contribution de 100 lires israéliennes faite par David Ben Gurion, un véritable maaser, la dîme de sa retraite qu'il recevait au kibbutz des Boker. Bon, mais cela dit, à part ça, il y avait plus de 70 yishuvim qui ont été fondés, mais il y avait beaucoup de zones qui sont restées pas trop peuplées. Parce qu'il faut savoir, le territoire conquis, ce territoire qui était plus du double, presque le triple de tous les territoires de Eretz Israël Aktana, d'Israël Aktana, qu'on appelle. Et effectivement, ce n'était pas avec 70 ou 76 yishuvim qu'on va tout peupler. Et plus que cela, même vous avez le Binyamin, toute la région de Binyamin, toute la région de Samarie, c'est-à-dire au nord de Jérusalem et jusqu'à Emek Israël, qui était complètement dépeuplé. Mais cela dit, cette absence de déferlante ou de vagues de peuplement, eh bien, c'était pas ça ne préoccupait pas beaucoup de personnes. Ce n'était pas un sujet de souci pour que ce soit à droite ou à gauche, chez les chilonim, les non-religieux, non-pratiquants ou chez les religieux. Pourquoi? Eh bien, l'une des raisons, c'est qu'on avait le sentiment qu'Israël avançait encore. La période du repli, la période où on a commencé à céder des terres n'était pas encore là. Après la guerre des 6 jours et jusqu'en été, jusqu'en juin 70, c'était ce qu'on appelle Milchem Atasha, la guerre d'usure, le long du canal de Suez. Certes, à la fin de cette guerre, eh bien, on a dû aboutir à un accord. C'était quand même, il faut savoir, c'était une guerre qui nous opposait pas aux Égyptiens, mais c'était une guerre qui nous opposait aux Soviétiques. C'était une guerre, il y a un livre qui est sorti il y a à peine quelques mois, qui a été écrit par un ami à moi, qui est sorti dans Idiot Achronot, qui s'appelle Chomat Suez, par Boris Dolin, qui parle d'une véritable guerre qu'Israël, Tzad, livrait aux pilotes, et pas seulement aux pilotes, aux soldats et aux conseillers de guerre soviétiques qui étaient postés le long du canal et qui pilotaient les différents MiG auxquels on livrait combat au-dessus de Suez, que ce soit de leur côté ou de notre côté, un combat qui était très victorieux pour nous, mais qui était assez dangereux quand même, s'opposer à une superpuissance mondiale, comme on dit en hébreu, zélo l'herbe regel, c'est pas si simple. Donc, bon, mais cela dit, avec tout cela, eh bien, Golda Meir tenait bon face au projet, au plan de Rogers, secrétaire d'État des États-Unis, et il n'y avait pas de retrait autre que symbolique, que ce soit sur le Golan ou que ce soit au Sinaï. Les pays arabes, à Khartoum, le lendemain de leur défaite de la guerre des 6 jours, eh bien, nous ont annoncé leur triple non, non aux négociations, non à la reconnaissance, non à la paix. Moshe Dayan avait beau attendre le coup de fil, que ce soit de Hussein, que ce soit de Nasser, ne venait pas. Ou que ce soit de Sadat après la mort de Nasser en 70, le coup de fil des pays arabes ne venait pas et nous, on restait sur nos frontières. Maintenant, quand est-ce que on commence à parler de la nécessité de faire quelque chose, pas seulement de créer une association, de créer un mouvement, mais véritablement de secouer le peuple.
Parce que le but, il faut le savoir, c'était tout simplement de secouer le peuple d'Israël, secouer le peuple juif. Quand est-ce que ça arrive? Eh bien, ça arrive après la guerre de Kippour. Euh, Parce que après la guerre de Kippour, il y a, on le sait, un sentiment injustifié peut-être, mais un sentiment subjectif très fort qui traverse une très grande partie de la société israélienne. Je voudrais citer maintenant quelque chose. Pendant cette guerre, pendant la guerre de Kippour, eh bien, Hanan Porat, le futur Haver Knesset, le Rav Hanan Porat, un des étudiants, enfin, c'est celui qui est venu, qui a fondé en 67 Kfar Etzion, celui qui étudiait chez le Rav Tzvi Yehuda, dans Yeshiva Merkaz Harav, celui qui était un des parachutistes à avoir libéré le mont du Temple, le Kotel, etc., etc. Une personne, un poète, un écrivain, déjà une personne qui est connue pour très, très jeune, mais qui a un don d'orateur absolument invraisemblable et qui conquiert toutes les personnes qui l'écoutent, enfin, peu importe. Pendant la guerre de Kippour, il combat à Suez et puis il se prend un obus en pleine épaule, un mortier qui explose, qui touche son épaule et qui explose juste derrière lui. Il est presque mortellement blessé. Et miraculeusement, il est sauvé, il est évacué. Enfin, bon, il arrive, il y a un médecin qui fait sur lui, qui arrive à stopper l'hémorragie. Enfin bon, et puis là, il est sur son lit d'hôpital, en convalescence, et il se demande à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu m'as redonné vie? Et comme pour lui répondre, Kadosh Baruch Hu lui envoie un journal du mouvement des kibbutzim, qui s'appelle Jdamot, et où un journaliste qui s'appelle Lapide, lui écrit, pas lui écrit, mais écrit dans le journal s'adressant pas seulement au Bnei Kibbutzim, mais ça va être publié ensuite dans Davar, etc. Écrit un article qu'il appelle Azmana Lebechi. Un article qui a fait beaucoup de bruit, qu'est-ce que ça veut dire Azmana Lebechi, invitation aux larmes, invitation à pleurer. Et tout l'article dit noir sur blanc, pleurons pour sur toutes nos désillusions, sur toutes les idoles démantelées, sur tous nos dieux auxquels on ne peut plus croire, sur tous nos morts, 3000 morts et tous nos milliers de blessés. Pleurons sur tous ces idéaux dans lesquels nous pourrons plus avoir foi, etc., etc., etc. Un article. Vous savez, à l'époque, les articles, ils étaient très longs. Ce n'étaient pas des articles, c'était 100 mots, 200 mots, 300 mots, tout au plus. Non, vous prenez une page de Davar, oui, avec pas des fontes de 12, de 10, non, tout petit, tout petit. Et puis, pleurons, 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 pleurons. C'était quelque chose, je peux vous citer, Venerachem al atzmeinu, prenons nous-mêmes en pitié, parce que nous avons besoin de miséricorde et de pitié. Dor avut shekmoteinu, nous sommes une génération perdue. L'âme meyusar be'eretz ochelet yoshvea, un peuple en douleur sur une terre qui dévore ses habitants. Ach, kama shenifke, combien devons-nous pleurer? Bechitam rurim nifke, nous pleurons verser des larmes, des alebardes, je ne sais pas comment dire, des larmes, des larmes, Bechi koré alev, à déchirer le cœur, Bechi gadol, des grosses larmes,
Bechi psychadéli, des larmes psychédéliques. Nivke sfalim meleim, des coupes entières de larmes. Dvodim, des douchemes, je ne sais pas comment dire, des seaux. Neharot nifke, on va pleurer des lumières. Nifke okeanus, remplir un océan de nos larmes, chaverim. Vous comprenez? Il faut savoir dans quel état se trouve toute une partie de la population qui dit on en a marre de l'éthos du Tsabar, ce héros conquérant spartiate qui limite ses sentiments, ses émotions, qui va droit au but, qui se conquiert lui-même et qui conquiert la terre, qui vainc les Arabes, etc., etc., etc. Non, donnons entière liberté à nos sentiments et prenons conscience que notre situation est terrible. Est terrible. Hanan Porat, il lit ça et il est sidéré. Il est sidéré. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut dire ça? On doit faire hallel sur cette guerre. J'étais à cette guerre. J'ai été à 100 km, 101 km du Caire. D'autres ont été à 50 km de Damas. Attaqués sur deux fronts, nous avons remporté une victoire sans précédent, qui est plus grande que la guerre des 6 jours. Il faut dire hallel. Et là, il comprend qu'il y a problème. Il comprend qu'il y a problème, pas au niveau territorial, il comprend qu'il y a problème au niveau spirituel et au niveau du moral du pays, du moral de l'État. Il n'y a pas que lui qui comprend ça. Parce que ce n'est pas que les étudiants de yeshivot et les personnes religieuses qui sont sensibles à ce tournant de vecteur. Vous comprenez? Il y a beaucoup, par exemple, dans Davar, aussi la rédactrice en chef, Rana Zemel, elle écrit, mais non, ben je m'excuse, je n'accepte pas ton invitation à pleurer. Beaucoup de gens sont comment dire, sont révoltés par cet appel. Mais il y a ceux qui sont révoltés, il y a ceux qui sont très révoltés et qui prennent les rênes en main et essayent de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'écrit à cela en répondant à cela Hanan Porat? Si nous avions eu le mérite, on aurait dû dire le Hallel sur notre victoire dans la guerre de Kippour. Vous et il nous invite à pleurer. באותו רגע נולד אצלי הניצוץ שהוביל בהמשך להקמת גוש אמונים. À ce même moment, comment dire, a pris feu en moi le nitzotz, la première braise, le feu Chauville qui m'a conduit par la suite à fonder avec d'autres Gush Emunim. C'est-à-dire, on voit que Gush Emunim, le besoin de le fonder, c'est pas seulement que il y a ici des terres inoccupées, prenons place. Non. On voit que ce sont des gens qui se présentent comme la relève de ceux qui n'ont plus la force à rien si ce n'est à pleurer. Et ils sentent aussi que le peuple est en attente d'une autre invitation.
d'une invitation à se réveiller, d'une invitation à continuer l'œuvre sioniste à un autre niveau. Et c'est ainsi qu'ils vont définir, on va y venir, comment dire, le credo de Gush Emonim, Akshama Tzionit, continuer, perpétuer l'œuvre sioniste. Comme écrit Hanan Porat, et là, d'ailleurs, je dois vous dire, je me sers de quelques livres pour parler de ça. Bon, il y a le livre de Chagai Segel, Achim Yekarim, là, je vous le montre, bon, c'est sur la marteret, mais il y a, enfin, quand il parle de la marteret, c'est-à-dire de ceux qui ont essayé de faire sauter du mouvement clandestin juif en Israël. Il y a, mais où il parle aussi beaucoup de Gush Emonim, etc. Il y a le livre sur Hanan Porat. Il y a beaucoup d'autres articles de Chagai Huberman, de Chagai Segel, d'autres personnes, pas tous favorables d'ailleurs à ce mouvement, aussi des opposants. Mais ça, c'est des sources essentielles. Il y a aussi, enfin bon, je ne vais pas citer tous les livres, ça c'est les essentiels. Il y a le livre de Chagai Huberman, Keneged Kol HaSikuim, contre toutes les chances, sur l'histoire de la Hityashvut en Judée-Samarie, etc., etc. Bon, mais ça c'est l'essentiel. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut réveiller le peuple. Et ils ne sont pas les seuls à le sentir. Je vais vous citer une autre lettre qui est envoyée à Golda Meir par Dvorah Artziel. Artziel, le Rav Artziel, on va le voir dans un film, maintenant dans un petit film, dans quelques instants, Bezrat Hashem. Eh bien, il fait partie de ce noyau qui veut aller peupler la Samarie. Et elle, après la guerre de Yom Kippour, eh bien, elle envoie une lettre à Golda Meir et lui dit, écoute, nous sommes un groupe de femmes, on voudrait te voir. Donc, à quel sujet? On appelle à quel sujet? Ah, non, je ne vous dis pas. Surprise. Surprise, top. Alors Golda Meir accepte de les recevoir et une fois qu'ils sont dans son cabinet, eh bien, Dvorah Artziel lui dit, nous sommes venus proposer quelque chose qui peut donner de l'espoir au peuple. Quelque chose qui lui dira qu'on continue d'aller de l'avant. Quoi? Peupler, établir une localité juive à Shrem, à Naplouse. Golda est un peu surprise. Et puis ensuite, elle reconnaît qu'elle s'attendait à quelque chose d'autre, mais elle répond, très bien, c'est très bien qu'en ces temps assez difficiles, qu'il y ait des femmes avec une telle énergie. Elle leur a adressé ce compliment. Mais peut-être que ça vaut la peine d'aider dans certaines autres villes les femmes dont les maris sont mobilisés, les aider dans le ménage et ailleurs, etc., etc. Quant à peupler Shrem de juifs, eh bien, et regardez la réponse de Golda Meir, vous avez raison. C'est réellement, cela nous appartient. Mais le temps n'est pas encore venu de réaliser, de matérialiser notre droit
sur Shechem. Réponse de Golda Meir. Vous avez raison, c'est à nous. Mais le temps n'est pas encore venu. Et les femmes de persister. Mais Golda, toi aussi tu l'as fait. Tu as fait la même chose à l'époque. Toi aussi, tu es allé t'établir en plein milieu d'une région peuplée d'Arabes. Oui, répond Golda. Mais c'était une autre époque. Alors peut-être laisse-nous tout au moins établir un Bet Sefer Sadeh, ce qu'on appelle, je ne sais pas, une école, hôtel pour étudier le lieu, etc. Bet Sefer Sadeh Baezor. Et Golda Meir de répondre non, il ne peut pas en être question. Voilà. Tout cela pour dire qu'il y avait une profusion à l'époque, véritablement pas seulement de ces appels à pleurer, mais d'hommes et de femmes qui disent non, 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 on veut se réveiller. On veut se réveiller, on veut secouer le peuple et on veut partir continuer l'œuvre sioniste. Maintenant, ça c'est une chose très importante. Maintenant, un autre point, on a parlé de l'aspect international. Après la guerre de Yom Kippour, jusque-là c'est clair, vous voulez quelques questions, etc. Je ne sais pas, vous pouvez m'interrompre, Ken, écrire, etc. Parce que sinon on continue. Maintenant, il faut savoir que, bon, alors je continue, qu'à l'époque, après, à partir de, disons, Pessah 74, c'est-à-dire à peine une demi-année après la guerre, eh bien, a commencé à agir le juif de Washington, Henry Kissinger, le secrétaire d'État qui a commencé avec ce qu'on appelle sa diplomatie de navette. Il avait un avion pour lui et puis il faisait des allers-retours Ben Gurion Caire, Ben Gurion Damas, Ben Gurion Damas Caire, n'importe quoi, enfin bon, peu importe, il était là à faire une pression invraisemblable. Oui, aussi des petits pas, exactement, oui. Effectivement, oui. À faire pression sur le gouvernement de Golda Meir et ensuite sur le gouvernement de Yitzhak Rabin, le premier gouvernement de Yitzhak Rabin, pour nous faire nous replier, pour nous faire donner des terres sur les hauteurs du Golan, sur dans le Sinaï, et chaque fois qu'il venait à Jérusalem, il était reçu par des manifestations, avec ces manifestations, actuellement, ce n'était pas seulement des juifs avec des grandes kippotes, c'était des juifs avec des petites kippotes ou sans kippotes du tout. Et puis, à une de ces manifestations, eh bien, arrive la personne connue sous le nom de Yehuda Harel, qui n'est nul autre que le fondateur de Merom Golan, la première localité, le premier kibbutz établi dans les territoires libérés. Encore, on l'a vu, en juillet 67, il dit, vrai, au lieu de crier contre Kissinger à Jérusalem, pour que on ne se replie pas sur le Golan, eh bien, venez nous aider au Golan. Et effectivement, ils disent, voilà, Sodek. Et c'est ainsi que le premier acte de peuplement réalisé par Gush Emunim n'est pas en Somalie, mais à Kuneitra. Vous connaissez Kuneitra? Vous connaissez très bien Kuneitra. Aujourd'hui, on la voit, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les frontières, d'après la guerre de Yom Kippour, nous étaient encore beaucoup plus favorables que les frontières d'après la guerre des 6 jours, parce qu'on avait avancé de plusieurs kilomètres. Entre autres, on avait pris Kuneitra, la capitale de la région syrienne, du Golan syrien à l'époque, et c'était le premier retrait que voulait nous forcer
affaire Henry Kissinger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé s'établir dans un bunker, en plein bunker, à côté de Kounêtre. Qui c'est nous? Nous, ce n'est pas seulement Gush Emunim, qui venait d'être fondé à Tu Bishvat Tafshin Lamed Dalet à Kfar Etzion. C'est-à-dire, c'est quoi? Janvier, février 74. Non, il y avait là-bas, je vous rappelle, les gens de Tnuat Eretz Israël Hashlema. Vous vous rappelez, il y avait là-bas des kibbutznikim, il y avait là-bas tout ce que vous voulez, tout le Ham Israël était là-bas. Était dans ce bunker, il y avait le Rav Eli Sadan était là-bas, le Rav Tzvi Tau était là-bas, c'est-à-dire toutes les personnes très, très bien connues aujourd'hui dans le monde en général, en Israël, religieux sionistes, tout le monde était dans ce bunker à essayer de tenir bon. Maintenant, chose intéressante, on n'a pas réussi à maintenir notre présence, à sauver 4 collines hyper importantes pour nous. 4 collines sur le mont Golan qu'aujourd'hui on vient visiter, on montre à nos amis, à nos hôtes, à nos enfants, on est en plein sur le Har Bental. Eh bien, il faut savoir que Kissinger exigeait de nous de rendre Har Bental ou Hermonite ou Pérez, etc., aux Syriens, c'est-à-dire toutes les hauteurs orientales du Golan, du Hermon et au sud, eh bien, Kissinger disait, mais donnez-le comment on appelle ça, aux Syriens. Et puis, vous savez comment était appelé le Yishuv? Le Yishuv, on ne l'a pas appelé connaître, mais le Yishuv fondé dans ce bunker, comment est-ce qu'il s'appelait? Qui le sait? Effectivement, Kesh, Ken, oui, Mishpachet Passantin. Non, Ani lo shomeh otchem, écrivez. Keshet, exactement, Keshet. Qu'est-ce que ça veut dire, Keshet? Kunetra shelanu tamid. Kunetra shelanu tamid. Kunetra nous appartient à jamais, et à toujours. Je ne sais pas, Kunetra shelanu tamid, bon, ça n'a pas marché, mais ensuite, Keshet a été fondé, ça a été déplacé de quelques kilomètres, mais le premier Yishuv aussi, c'est-à-dire Gush Emunim, on pourrait le dire, a été établi au Ramat HaGolan. Donc, et ensuite, on sent que avant de ensuite, donc, il m'importe chaque fois de préciser une chose très importante, de désectorialiser cette histoire de peuplement de Judée et Samarie, de Golan et compagnie. C'est-à-dire qu'on voit que c'était la première réaction du peuple juif contre la pression internationale, contre la pression américaine, contre les velléités de retrait. C'était une action qui n'avait rien de sectoriel. C'était une action où participaient tous les secteurs, comme on l'appelle, centraux de la société israélienne. Religieux et non religieux, travaillistes et révisionnistes, Likoud, droite, gauche, etc., kibbutznikim et citadins, tout ce que vous voulez. Tout le monde était présent, toutes les forces vives
du pays était présente là-dedans. Mais suite à ces premiers accords conclus tant sur le Golan qu'en Égypte, que dans le Sinaï, dans l'année 74 et 75, eh bien, on prend conscience qu'il y a danger. Il y a véritable danger et qu'il y a toute une zone cœur des terres libérées où aucune localité juive n'a encore été établie. Ça fait 7 ans que la victoire des 6 jours a été faite, mais aucun juif n'habite encore sur toutes les premières étapes par lesquelles sont passés nos patriarches, Abraham, Yaakov, Yitzhak, il était plus au sud, oui, mais tous, Abraham, Yaakov, ils entrent tous par Shrem, Derech Mevo HaShemesh, Nachal Tirtza, etc., etc., etc. Non, là-bas, il n'y a aucun juif. Et avec l'humeur ambiante et avec la pression américaine, eh bien, et en plus, avec le plan Alon, qui, même s'il n'a été jamais officiellement voté, sert de plan de route au gouvernement travailliste, eh bien, ces terres, elles sont destinées à servir d'échange, une paix éventuelle, etc., etc. Et on est en train déjà d'essayer de négocier avec Hussein voilà, pour lui rendre, pour parler de Jéricho. Regarde, je vais voir la question. Ce n'était plus le temps de la tour d'Ezra Mastomeret. Qu'est-ce que c'est la tour d'Ezra? Judith, précisez-moi, je ne vous ai pas compris. En tous les cas, on sent que il y a danger. Et Gush Emunim, qui a été fondé en 1974, comme je dis, sur le fond de toutes ces pressions internationales, de ce sentiment de dépit en Israël, il a été fondé avec à sa tête là, Choma Migdal. Là, vous dites Choma Migdal. Non, Choma Migdal, c'était 35, c'était dans les années 37, 38, 39 du XXe siècle. Mais oui, effectivement, ça servait la conception, elle était identique. La conception était effectivement que par notre présence, eh bien, nous fixons les frontières de l'État juif, futur ou présent, et que d'abord nous venons nous établir, et ensuite le gouvernement, eh bien, il rend cachère notre présence, il cachérise notre présence. A posteriori, c'est d'ailleurs comme ça que ça s'est passé à Merom Golan, on en a parlé, et on pense que c'est quelque chose qui va faire école, c'est-à-dire d'abord on vient établir et ensuite le gouvernement, il ne va pas nous chasser. Mais on voit que avec ce qui va se passer en Samarie, c'est un paradigme qui va changer. Pourquoi est-ce que ça va changer? Parce que contrairement au Golan, contrairement au Gush Etzion, eh bien en Samarie, le gouvernement s'y oppose. Le gouvernement s'y oppose et c'est pour ça que il s'y oppose aussi idéologiquement. C'est-à-dire ici, on ressent que en Judée-Samarie, en Samarie, pardon. Ah oui, bien sûr. Je ne savais pas que c'était le titre de son livre.
Je ne sais pas que c'était ainsi que Arthur Koestler a appelé son livre la Roma en Migdal. Il a fait. Là, vous me rappelez, c'est un livre que je ne sais pas, j'ai lu à l'âge de 18 ou 19 ans, peu importe. Enfin bon. Maskerim Nishkachot. Pour la Samarie, tout le monde comprend que c'est notre paire de manches parce que la légitimité sécuritaire, stratégique, ne lui vient pas en rescousse, ne l'aide en rien. Et que la légitimité au nom de laquelle on vient s'établir sur la route des patriarches, par exemple, à Shrem ou ailleurs, en Samarie, à Binyamin, c'est une légitimité d'un autre ordre, d'un ordre biblique, d'un ordre qui résonne avec le but véritable de Gush Emunim, qui dit, en une phrase, remplacer le sionisme du refuge par le sionisme de la rédemption. Je le répète, le but de Gush Emunim, c'est remplacer le sionisme du refuge chez la Miklat Abatuach par Tzionut HaGeula, par le sionisme de la rédemption. Oui, la théorie, maintenant, et là, on craint qu'il va y avoir beaucoup de, qu'il peut y avoir, comment dire, des affrontements. Les premiers à lancer cette idée, en ce qui concerne la Samarie, ce sont deux étudiants de Yeshiva, Rav Félix et Benny Katsover. Deux étudiants qui sont dans le noyau, qui sont là à Kiryat Arba, où vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de Hebron, Kiryat Arba. Et eux aussi, ils ressentent tout ce dont on a parlé. Et ils disent, il faut fermer les Gemarot et prendre les pioches. On leur dit, écoutez, adressez-vous à Hanan Porat, c'est le spécialiste. Bon, mais Hanan Porat, lui, il a d'autres choses à faire. Il est à Kfar Etzion, il étudie la Torah. Bon, on essaye quand même, etc. Ok, je vais vous donner, je vais vous aider. Avec lui vient le Rav Moshe Levinger, dont on a parlé la dernière fois. Et ce groupe, petit à petit, forme aussi, dans le cadre et en parallèle de Gush Emunim, le Garin Elon Moreh. Cela dit, on ne va pas y aller tout seul. Quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes. Il faut avoir la bénédiction. Il faut avoir des personnes qui prennent la tête. Alors, il s'adresse d'abord au Rav Amital, qui est à la tête de la yeshiva de Har Etzion, de manière naturelle, parce que presque toutes ces personnes, ils ont étudié là-bas, toutes ces personnes qui sont centrales à ce mouvement, eh bien, ils sont soit de Kfar Etzion, soit ils étudient dans sa yeshiva. Yoel Bin Nun, Yuda Etzion, après à prendre la tête du mouvement, il dit, vous êtes fous, vous allez vous opposer au Mafdal, vous allez vous opposer au gouvernement, ça ne va pas marcher. Donc, alors, ils hésitent et ils s'adressent au Rav Tzvi Yehuda, et le Rav Tzvi Yehuda Kouk, à la tête de Yeshiva Merkaz Harav, il leur dit, ne montez pas seul, ne montez pas sans l'accord du gouvernement. Et mois après mois, il leur dit, écoutez, il faut qu'on essaye de voir avec Shimon Peres, qui est le ministre de la Défense de l'époque, il faut qu'on ait son aval, qu'on ait son accord, etc., etc. Ça ne marche pas, il les fait retarder, pour finir,
le Rav Félix et Benny Katsover et d'autres personnes viennent voir le Rav Tzvi Yehuda chez lui et lui disent Kvod Harav, Ichlatnu la'alot la karka. Nous avons décidé de monter. Alors il demande Psada, ma atem rotzim mimeni. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Réponse, nous voulons votre bracha. Nous voulons votre bénédiction. Citation exacte, Anachnu olim ot shvu'aim ala karka. Le Rav Félix qui lui dit, dans 2 semaines, on monte. Anachnu rotzim et birkat harav. Nous voulons votre bénédiction. Réponse du Rav, Be'ezrat Hashem, tatzlichu. Réussissez avec l'aide de Dieu. Ils essayent encore, dernière tentative, de voir Shimon Peres et d'avoir son accord. Ça ne marche pas. Réponse du Rav Tzvi Yehuda, si tu ne donnes pas ton accord, on monte quand même et je monte avec eux. Et effectivement, c'est la première montée au mois de juin de Sivan 74, première tentative de monter aux alentours de Shrem. Aux alentours de Shrem, le plus proche possible de Shrem. D'autres personnes montent avec eux, certaines très connues, comme Ariel Sharon, ou comme Geoula Cohen, Zichrona Livracha, on les voit sur les photos. Le Rav Tzvi Yehuda, il y est, lui aussi, il est très loin d'être très jeune. C'est une personne très âgée. Et puis, ça dure quelques jours, mais l'armée vient les évacuer. Ensuite, deuxième tentative, c'est déjà plus quelques centaines de personnes, c'est des milliers de personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que les gens ont compris qu'il faut organiser ça véritablement en mouvement de masse. Alors, il y a des chugei bait, il y a des rencontres à domicile qui sont tenues à Netanya, à Hadera, à Beersheva, partout, avec des gens auxquels on parle et on explique. On présente, Hanan Porat vient déjà avec des cartes, avec des projets, on va s'établir ici, on va s'établir là, on va, etc., on va recouvrir de notre présence Binyamin, Judée, etc. Il faut que vous soyez des partenaires du processus là, fantastique, messianique, etc., etc. C'est-à-dire que dans les montées suivantes, c'est déjà des milliers de personnes. Et ce n'est pas seulement Shrem. Il y a Garin, Shiloh. Il y a le noyau de Shiloh qui doit monter à Shiloh. Il y a le noyau de Jéricho qui doit monter à Jéricho, etc., etc. Il y a plusieurs villes. Alors, ça ne marche pas. Hein, mais personne ne sait que ça ne marche pas, que les soldats, pendant la 3e montée, ils ont appelé la Aliyat Akafot, parce que ça s'est fait le lendemain de Simchat Torah de 74, mais déjà de Tafshin Lamed Hei, Tafshin de Lamed Hei, c'est-à-dire déjà après Rosh Hashanah. Alors on l'appelait Akafot, au lieu de faire les Akafot Shniyot, des milliers de Juifs partent s'établir à Jéricho, à Shiloh, à Shrem, à Bethel et ailleurs. L'armée les arrête tous, ne laisse passer personne, mais les journalistes n'en savent rien. Ce qui fait que comment on appelle ça, le dover, le porte-parole de Gush Emunim, il dit, eh bien, on a établi 16 yeshuvim. 16 yeshuvim, pourquoi? Parce qu'on a été véritablement bloqué en 16 points différents, on n'a pu arriver nulle part, mais on est arrivé quelque part quand même. Il y en a qui ont été bloqués à Vadikelt, d'autres ont été bloqués près de Shiloh, des troisièmes ont été bloqués ailleurs, personne ne sait où ils ont été bloqués, mais la presse dit 16 nouvelles Nekudot
de Itiyashvut en Judée, en Samarie, Binyamin, etc. Peu importe, pour finir, après toutes ces montées, on comprend pas mal de choses. Le gouvernement, il comprend que d'une tentative à l'autre, il y a de plus en plus de juifs qui arrivent, de partout, qui contournent tous les blocs postes militaires, toutes les tentatives de les arrêter. Ceux qui montent, ils comprennent que ce qu'ils craignaient, à savoir affrontement avec les forces armées, ce n'est pas si grave. Pourquoi? Parce que après la deuxième tentative, eh bien, ils se sont mis d'accord avec Montagour, le commandant en chef. Écoute, on va pas, comment dire, résister activement, mais les soldats vont nous évacuer comme des sacs de farine. C'était la notion, c'était le terme accepté, comment sake kemach. Comment sake kemach, c'est-à-dire ils vont nous lever et ils vont nous prendre, c'est-à-dire rien de grave. Rien de grave, c'est-à-dire on comprend que véritablement, c'est faisable. C'est la première fois d'ailleurs que des Juifs sont évacués d'Eretz Israël par l'armée. Montagour a eu vociféré contre Yitzhak Rabin lorsque Yitzhak Rabin lui a donné ordre que c'est l'armée et pas la police qui irait évacuer les Juifs qui ont fait ascension à Shiloh, à Yericho ou ailleurs. Montagour refusait de le faire, pour finir. Il a dû obtempérer. Mais dès qu'il a dû obtempérer, qu'il a compris, eh bien, il est allé voir le leadership de Gush Emunim pour essayer de faire un modus vivendi, d'arriver à un modus vivendi dans le cadre duquel, eh bien, l'évacuation se ferait de manière la plus pacifique possible, sans, comme je le dis, comme des sacs de farine. Troisième chose qui commence, qui est tout à fait nouvelle, des manifestations de masse. Vous connaissez encore Kikar Malkei Israël. Eh bien, Kikar Malkei Israël, elle n'a pas commencé son existence avec ce dont on a parlé, Shalom Arshav, 78. Il faut savoir, regardez, Shalom Arshav est né avec 5 ans de retard environ, sur 4-5 ans de retard sur Gush Emunim. Non, les premières manifestations à Kikar Malkei Israël, des dizaines de milliers de Juifs, c'était contre les concessions faites aux Égyptiens, Syriens, sous pression américaine. Et c'était des manifestations organisées par Gush Emunim. Voilà. Après la troisième tentative, il y a pause. Après la troisième tentative, on en a parlé, après ce qu'on appelle Simchat Torah 74, après cette troisième tentative, bon, c'est l'hiver, etc. On attend. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, Hanan Porat voyage avec la veuve du second président israélien, Yitzhak Ben Tzvi, Zichrono Livracha. Sa veuve, c'est Rachel Yanaïd Ben Tzvi, celle qui a fait son aliyah au début de la seconde vague de l'aliyah, qui a publié un livre qui s'appelle Anachnu Olim. Son fiancé est venu de Jérusalem à pied la recevoir. Il est descendu tout au début du XXe siècle. Il est venu l'accueillir à Jaffa en descendant à pied de Jérusalem, etc. Enfin bon, toute une histoire. Et elle est là,
à voyager avec Hanan Porat le long du Derech HaAvot et il lui dit, ben écoute, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un Gdoud Avoda? Vous savez, à notre époque, il y avait ce qu'on appelle Gdoudé Avoda, Plugot Avoda. Gdoud Avoda, c'est, comment on appelle ça, une force de travail, un groupe de travail qui se portait volontaire aux tâches les plus difficiles. Là, il faut assécher des marécages, on y va. Là, il faut déboiser, ou il faut débarrasser les pierres, où il faut poser les routes les plus difficiles, à Tzemach, Tibériade, au nord, etc. Là-bas, on y va. Oui, Yitzhak Sadeh, toute cette troisième alia, les Gdoudé Avoda, Plugot Avoda, c'était pendant la troisième alia, et il lui dit, mais Hanan, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la même chose? Vous ne pouvez pas toujours essayer de monter, vous faire évacuer, monter, évacuer, monter, évacuer. Essayez autre chose. Regarde par exemple ici, à Khatsor, Bal Khatsor, l'armée construit une base. Khatsor, c'est le plus haut, la plus haute colline à Binyamin, Binyamin Samarie. Et naturellement, l'armée construit une base de renseignement qui existe jusqu'à nos jours. Mais il faut entourer tout cela de barbelés, etc., etc. Pourquoi vous ne vous proposiez pas en tant qu'ouvrier? Alors effectivement, Hanan Porat s'adresse à des personnes. Il y a une personne qui se porte volontaire avant tout, c'est Yoda Tzion. Il dit bien sûr, voilà, je vais travailler là-bas. Et on va organiser. Alors il parle au Kablan qui aime beaucoup ces Juifs qui veulent s'établir en Judée, Samarie, Binyamin. Est-ce que tu es prêt à nous embaucher? Il dit pas de problème, je vous embauche. Je vous embauche. Bon, il y a une condition de l'armée, c'est que vous venez juste travailler, mais vous ne venez pas vous établir, et certainement pas à vos familles. C'est-à-dire que vous avez des dizaines de personnes qui, qui sont là à venir de Jérusalem, travailler tous les jours à Bal Hatzor et revenir. Faire là-bas une barrière, construire des kilomètres entiers, deux barrières, une après l'autre, etc., etc. Et puis, avec le temps, ils demandent, bah, écoutez, on veut quand même, c'est difficile, etc. Et puis, ils obtiennent le droit de s'établir là-bas. À condition de quoi? À condition de s'appeler Machane Avoda, camp de travail. Vous n'allez pas vous avoir, et puis une de ces fois arrive Hanan Porat et voit sur une des portes où déjà des Juifs habitent, ces travailleurs, ces ouvriers, habitent de manière définitive, Tevador Bal Chatzor. Alors il dit, Ishtagata, vous êtes fou, Bal Chatzor. Vous savez qui c'est un Bal Chatzor? C'est une idole. C'est une idole, c'est Avodah Zara. Comment est-ce que tu peux appeler ça comme ça, Bal Chatzor? Tu te fais une adresse idolâtre. Et alors, il cherche, et c'est ainsi qu'il trouve un autre nom qui existe jusque nous et qui est le premier Yishuv en Judée Binyamin, Judée, c'est en Binyamin, véritablement, au nord de Binyamin, qui s'appelle, comment il s'appelle? Hein? Eder, לא שומע, n'entends pas, dites-le moi. Non, tirez-vous, écrivez. Non, écrivez, Nadine, écris. Je suis sûr que vous le savez, regarde, écrivez. Lo Bethel. Lo Sébastien. Ofra, Bediuk, Sophie, כל הכבוד. C'est Ofra. Le premier Yishuv établi, c'est Ofra. Voilà. Maintenant, on continue.
on continue après, on continue, c'est-à-dire, entre-temps, durant la pause, on a établi Ofra, encore une fois, avec l'aide de Rachel Yanaïd Ben-Tzvi, une des grandes représentantes de la seconde Aliyah. Mais ensuite, on recommence à faire nos aliyot vers Elon Moreh, Shrem Elon Moreh. Mais vous savez, je vais faire une pause et je vais vous montrer la deuxième partie du film qu'on a commencé à voir il y a 2 semaines, qui parle de cette histoire. Il parle de cette histoire. Rega. Non? Voilà. Là, mon nom est voilà. Rega, je vais commencer un peu avant pour vous faire, en attendant, je vais... היה מתיישב זה שמחזיק את הספר תורה, אז וואלה. המושל משך אותו באוזן. הקימו דוכן Bah, משקאות. Ça, on en a parlé, on en a déjà parlé. Maintenant, ça, c'est sur Hebron. Voilà. Et là, ça ממשלת va ישראל arriver. מאשרת הקמת קריה יהודית בחברון. איזה שמחה זה היה. הולכים לבנות בית Là, on va arriver bientôt עם המעבר à לקריה l'histoire. בתשל"א 71, וואלה. מאוד מפריע לנו שבשומרון אין יהודים. ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו סוגרים את הגמרות. וככה עוד באותו יום אנחנו מתחילים להקים את גרעין, מה שלימים גרעין אלון מורה. מתחילים לפרוק בתחושה של אמוק. להספיק. מי יודע, כבר ראו אותנו, עוד רגע יבואו. ליד אחד האוהלים עומד מקרר בחוץ, אחד עומדת מכונת כביסה. הכוחות זורמים, הרב יוצא לעברם, לעבר החיילים שמתקרמים. אם אתה רוצה, תירה בי, אני לא עוזב. העלייה השמינית מתרחשת על רקע גינוי הציונות באו"ם. כשפרס מגיע, אנחנו משוכנעים ב1,000% שהפעם זה הולך. אני באתי לתבוע מכם לרדת מסבסטיה. מתפרץ הרב לוינגר. חבר'ה, לקרוא! אנחנו מוזמנים להמשך הפגישה במקום יותר נינוח, יותר רגוע בלשכתו בתל אביב. רושם, גרעין אלון מורה יעבור למחנה צבאי. ואז בצ'יק כולם פרצו בריקודים. אנחנו אחרי זה מחדשים את המאמצים להעביר את אלון מורה ליד שכם. גדלתי על הסיפור של אבא שלי. תמיד רציתי להבין מה סוד הכוח שלו ושל החברים שלו. כיוצרת של סרטים החלטתי לעשות את הסרט הזה, כדי להבין איך הם הצליחו לחולל מהפכה. אם אתה מתחבר למשהו שהוא חזק יותר, גדול יותר ממך, אתה מקבל עוצמה אחרת. Voilà. Ça va, vous avez bien entendu, ça a bien passé? Donc, on voit qu'il y a eu 7 montées, pour finir, 7 tentatives d'ascension à Sébastia. Sébastia, pas véritablement à Sébastia, c'est-à-dire la capitale de la Samarie, encore de Omri, Achab, mais à côté de la station de la gare, la station de train, turc, en contrebas de Sébastia. Et cette fois, ça n'a pas marché. La 8e fois, Pérez est arrivé, le ministre de la Défense est arrivé.
ils sont assis, discuter pour essayer d'arriver à un compromis. Au début, ça n'a pas marché. Ensuite, celui qui est venu, celui qui est intervenu, c'est Chaim Gouri, qui était là-bas pas seulement en tant que supporter du mouvement, mais en tant que correspondant du journal Davar. Et puis, il a proposé un compromis. Il a proposé un compromis que les gens pourraient rester, mais pas à la station, mais à un autre endroit. Et puis qu'ils auront le droit d'y rester une trentaine de familles, et qu'ensuite, dans quelques mois, le gouvernement va décider qu'est-ce qui va arriver de ce Garin, quel va être ce statut. Et ils se mettent d'accord de continuer les négociations, les pourparlers au bureau de Shimon Peres à Tel Aviv. Effectivement, Hanan Porat, Nachum Félix et d'autres arrivent là-bas, et pour finir, ils arrivent à un accord. Ils arrivent à un accord qui vont être déplacés au Machane Kadoum, à quelques kilomètres de là, et ils devront évacuer la gare de Sébastien. Et quand ils reçoivent ce compromis, eh bien, c'est véritablement, quand on voit les danses, quand on voit toutes ces danses, etc., eh bien, c'est reçu comme une véritable victoire. Et le Hanan Porat et le Rav Moshe Levinger, qui sont les leaders officieux du Gush Emunim, eh bien, ils sont portés sur les épaules. C'est la photo qui est devenue photo emblématique, symbolique de toutes ces luttes et du mouvement Gush Emunim. Maintenant, c'est chose très intéressante, mais comment est-ce que ces rondes et ces danses ont été perçues par le gouvernement? Eh bien, par le gouvernement, naturellement, c'était perçu rega. Tout le but des pourparlers, c'était de ne pas présenter le gouvernement comme celui qui a dû capituler, comme celui qui a donné la victoire à Gush Emunim. Et là, en apparence, on voit que celui qui a véritablement fait plier le gouvernement, c'est Gush Emunim. Alors Rabin Peres, il voit tout ça et il ne le voit pas avec une grande joie, etc. Mais peu importe, le second point et le premier point Samarie qui est établi, c'est au camp militaire Kadoum, ça devient le Yeshuv de Kdoumim. Aujourd'hui, Kdoumim, etc. Et ensuite, eh bien, ça se multiplie à plus forte raison. Menachem Begin est élu, il dit il y aura des centaines de Elonei Moré, on va voir ce qu'il en a été. Mais en tous les cas, après cette victoire, eh bien, quelque chose se passe. Il faut savoir que pendant plus d'une année, la presse est pleine d'articles sur ces gens que Naomi Shemer appelle ces gens un peu étranges, ces gens qui sont sympas mais qui sont étranges. Anashim Amuzarim Ael, parce que ils sont comme nous et pas comme nous. Ils sont comme les Chaloutzim et pas comme les Chaloutzim. Comme les pionniers, les anciens pionniers, c'est-à-dire ils sont pleins de dons de soi. Ils sont prêts à passer à des nuits entières à découvert, à la belle étoile, sous la pluie, etc. Il faut savoir que la dernière montée à Elon Moré, c'était à Hanouka. Il pleuvait, il faisait froid, mais toute la plaine était pleine de lumière parce que chacun avait allumé sa Hanoukia. Je ne me rappelle plus quel nerf, quelle bougie c'était, je ne sais pas, mais peu importe, oui, c'était. Mais de notre côté, ils ne sont pas comme nous. Ils sont avec la doudoune, ils sont avec les tzitziyot,
ce sont des femmes d'un côté très, très adinotes, très, très tendres, mais de notre côté très, très fortes, avec un très grand caractère, qui sont là à monter, qui sont prêtes à se sacrifier avec leurs enfants entre les mains et encore un autre sont enceintes. C'est un autre type de chaloutz, de tzabar, de pionnier qui s'impose. On l'a vu, on en a parlé la dernière fois. Il y en a qui le reçoivent avec enthousiasme, inspiré, comme Yehuda Artzion, comme Nomi Shemer, comme les gens de Eretz Israël Hashlema. Et puis, il y en a d'autres qui le reçoivent mal, comme ceux qui nous invitent à pleurer, comme ceux qui tiennent plus à leur pouvoir politique qu'à leur pouvoir véritable. Je vous rappelle la fameuse parole de Yigal Allon qui dit « On ne pourra pas vous pardonner que vous nous avez fait perdre le pouvoir. » Ensuite, une fois que Menachem Begin va monter au pouvoir, eh bien d'abord, ça va être la lune de miel. Mais très très vite, même encore avant la venue de Sadat, Begin va dire des choses très très de Gush Emunim, des choses très très dures, mais pour qui est-ce qu'ils se prennent? Mais j'ai été élu pas pour les représenter, mais c'est moi qui ai au pouvoir, c'est pas eux qui sont au pouvoir, mais qui sont ces personnes messianiques, etc., etc. Ça va changer, on va en parler, Bezrat Hashem, mais on voit que en attendant, le mouvement qui est à la tête du Machané, du camp de ceux qui s'opposent au repli, aux retraites, de ceux qui sont pour un renouveau du sionisme, pour un réveil du peuple juif, pour un ressourcement dans la Bible, dans le Tanakh, eh bien tout cela est incarné par le mouvement de Gush Etzion, de Gush Emunim, qui n'est pas seul, qui est entouré, qui est soutenu par de très grandes masses, pas seulement religieuses, mais on l'a vu, Nomi Shemer, Chaim Gouri, Yehuda Harel. Il faut savoir que dans le QG de Gush Etzion, naturellement, il y a le Rav Chaim Druckmann, il y a le Rav Waldman, etc., etc. Mais il y a aussi des personnes, je ne sais pas, Ben-Ari du kibbutz Ein Harod, et d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas du tout kippot srugot ou religieux, c'est-à-dire on voit que c'est véritablement un mouvement de masse qui est d'ailleurs très bien reçu par la presse aussi dans les années 70. Mais la deuxième phase, on l'a vu, c'est une phase où c'est un mouvement qui comprend que pour progresser, eh bien, il faut être prêt à livrer combat aussi au gouvernement, même à l'armée, sans chas v'shalom lever la main contre un soldat, etc., autre chose. Okay? Mais on voit que c'est le prix de la relève qu'on prétend prendre. Voilà, donc là, on peut dire, on a parlé des 10 premières années, d'après la guerre des 6 jours, avec 2 phases. Une première phase très consensuelle jusqu'à 73, Yom Kippour. Une deuxième phase avec Gush Emunim qui n'est plus tellement consensuelle, qui est beaucoup plus idéologique, qui est beaucoup plus biblique, messianique, et qui se dit messianique, et qui, en tant que tel, emballe une très grande partie
du peuple et du gouvernement aussi, mais avec la venue de Sadat, avec la pression des Américains, avec des conflits avec le gouvernement de Begin qu'on a juste effleuré aujourd'hui, eh bien, ça va un peu changer. Essentiel au niveau idéologique, au niveau politique, au niveau spirituel et géographique de l'État d'Israël pour les décennies à venir. Voilà. משהו כזה, בינתיים. עד כאן. Toda Rabba Eliezer, Une question? je vais maintenant permettre d'ouvrir le micro. Une seconde. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros. Eliezer, aussi rallume ton micro. Oui, Toda Rabba, Toda Rabba. Yofi, merci Eliezer. On se retrouve pour la suite. Oh, merci, c'est vraiment enrichissant et pour ma part tellement méconnu.